Dans l'arène du marché, avec discipline, chaque décision compte. Chaque semaine, je regarde en arrière pour apprendre de mon parcours et de mes erreurs. Discipline et patience, tel est mon credo. Dans le monde du trading, je garde le cap, j'affronte les vagues, je reste concentré. Même quand les marchés semblent déchaînés, je suis mes règles, je garde la tête froide, même quand les graphiques semblent être en surchauffe. La clé de la réussite, ma véritable force. Bienvenue dans mon monde où la discipline est la clé. Bon, en effet, le trading, c'est tellement chiant, pompeux, que j'avais un petit besoin de création. Et heureusement qu'avec ma femme, on bosse sur trois autres business où cette fois-ci, on fait vraiment de la création, où intellectuellement, c'est beaucoup plus riche. Et c'est pour cette raison que dans les prochains mois, hein, je pense, je sais pas quoi exactement, je ferai des petites séries de vidéos vraiment axées sur ce que j'adore, donc la pédagogie, pour démocratiser des termes pompeux du style les swaps, les options, les obligations, les CDS, les CDO, enfin tous les trucs un peu foireux, les produits dérivés, enfin vous voyez, si vous avez des idées de trucs comme ça qui sont un petit peu difficiles à piger ou que vous n'arrivez pas à mettre dans la matière, ben moi j'aime bien, ouais je sais je suis bizarre, mais j'aime bien ce genre de conneries. Donc ça peut faire des idées de vidéos qui sont un peu autres que clique ici, deviens riche, copie ma stratégie et va à Dubaï en 2 semaines, hein, bien sûr, voilà. Donc les questions-réponses. Un commentaire très pertinent de Stéphane Magicien, que je salue. Je commence à douter des CFD, mais pas assez de capital pour les futurs. Alors, moi, je vais pas te dire ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Par contre, je vais te dire le cheminement que moi j'ai fait lorsque j'étais sur CFD et que j'ai pété un câble. Qu'est-ce que j'ai vu lorsque j'étais sur CFD? Alors, j'ai vu que il y avait systématiquement des gros décalages dans les cotations. C'est-à-dire que au départ, au tout début, sur CFD, ben voilà, on voit le prix, le graphique, tout ça. Fondamentalement, il y a pas grand-chose qui change avec entre un graphique futur et un graphique CFD, on va dire. Mais j'ai vu que bah, régulièrement, il y avait des énormes réactions qui se faisaient sur que dalle. Par exemple, on voit que sur les indices, moi, je vais prendre le Nasdaq, hein, celui que je connais très bien, ben, des chiffres ronds, genre les 16 000, les 14 000, les 10 000, c'est des très gros niveaux. Et sur CFD, par exemple, ben, on pouvait voir que bah, le prix, il rebondissait 50 ou 80 points au-dessus, sur aucun point pivot, sur que dalle. Et on se retrouvait avec un mouvement de malade. Et là, je me disais, attends, mais j'attends j'attends cette réaction sur le niveau rond et il n'arrive pas. Bah voilà, ça fait partie des trucs qui m'ont blasé et qui m'ont fait pas voir la lumière, mais qui m'ont fait regarder les futurs. Et sur futur, j'ai vu quoi? Ben, j'ai vu sur quoi ça réagissait. Voilà. Alors ça change rien d'un point de vue discipline et psychologie, hein, bien sûr. Mais là, j'ai vu, en effet, sur des points pivots, des fois, pas toujours, ça amènera une autre réponse pour Étienne. Euh, Ça rebondit sur donc les points pivots, ça rebondit sur des niveaux ronds, ça, voilà. Et l'autre paramètre, c'est lorsqu'on a bien compris comment fonctionnait le concept du CFD, c'est que, bah, en gros, quand vous perdez, votre argent va chez le courtier, chez le broker CFD. Lorsque vous gagnez, c'est son argent que vous prenez. Voilà. Mais vous n'êtes pas directement dans le marché, hein. Donc lui, il prend un spread, hein, voilà, variable, hein, bien évidemment, en fonction des heures, en fonction des annonces éco. Et là, en fait, j'ai l'impression un peu qu'on ajoute une strate de difficulté, c'est-à-dire que fondamentalement, on se bat contre enfin, se bat. Oui, quelque part, on se bat contre le marché pour essayer d'anticiper, de prendre quelques points. Et bah là, en fait, on a un autre interlocuteur dans la boucle qui, en fait, je vais pas dire qu'il nous facilite pas le travail, mais entre le spread, entre les stops,
un stop garanti par exemple, où le stop garanti, ben, on peut pas le mettre à une distance minimale qui fait que on vous incite à prendre un certain niveau de risque. Et donc j'ai vraiment moi cette impression que ça rajoute une strate de difficulté alors que c'est déjà super difficile, surtout quand on débute. Donc moi à cette époque, je suivais quelqu'un qui tradait sur Future et ben ouais, je voyais il pouvait se mettre à break-even quand il voulait, que hein, voilà, les futurs quoi. Il y avait pas de restriction. Mais en même temps, on avait un niveau de risque qui était supérieur. Le stop peut être slippé, etc., etc. Donc c'est avantage inconvénient et je dirais que tout dépend en fait quel niveau de précision on a besoin. Un autre truc qui m'a fait péter des câbles, c'est lorsqu'il y avait des annonces éco ou des annonces qui semblaient pas forcément majeures, ben tout d'un coup, on se retrouve avec un niveau de stop minimum qui est, enfin, qui change. Et du coup, lorsque vous êtes avec votre réglage classique, et ben vous voulez rentrer en position et ça vous dit non, c'est pas possible parce que machin. Et sauf que si vous faites du scalping, bah c'est trop tard. Vous êtes plus à l'origine du mouvement, donc ça colle plus. Et voilà, et ça m'est arrivé un paquet de fois. Et bien sûr, vous avez aucun avertissement, vous avez rien, vous avez pas de préavis, donc voilà. Donc ouais, avantage inconvénient, c'est que bah, sur Future, vous connaissez les risques, vous connaissez les règles, hein, en gros. Sur CFD, j'ai l'impression on apprend un peu les règles sur le tas, quoi. Et je trouve que, je trouve que c'est plus difficile avec du recul. Donc c'est ça un peu, c'est tous ces trucs-là qui m'ont fait péter un câble. Et par rapport à la taille de capital, ben, pour un ordre d'idée, pour ouvrir un lot à 20 $ le point, donc en mini Nasdaq, sur Future, je sais plus, c'est 25 ou 30 000 dollars. Et pour faire du micro, donc à 2 $, c'est je crois 2000 $. Voilà. Donc il y a pas d'effet enfin l'effet de levier, on va dire, est toujours maîtrisé, toujours contrôlé. Alors que sur CFD, on a beaucoup plus de levier, quoi. Par exemple, de mémoire avec 3000 balles. Avec 3000 balles, je pouvais faire du 5 ou 6 dollars, 6 dollars le point. Donc, ce qui est un levier qui est supérieur au futur. Donc, le broker chez qui j'étais, ben, il était régulé, il était safe, il n'y avait pas de lézard. À chaque fois que j'ai voulu récupérer de l'argent, c'était cool, c'était nos problèmes. Donc ça, pas de souci, pas de souci. Malgré tout, et ben voilà, c'est ces petites strates de difficulté qui se rajoutent et qui sont, je trouve moi, vraiment contraignantes, alors que le trading c'est déjà contraignant, surtout lorsqu'on débute. Donc idem pour les comptes financés, donc les propres firmes. La propre firme, ça me fait un peu penser à des CFD dégueulasses. C'est que eux, leur but, c'est de vous faire payer des tests pour vous donner accès au bout de 2 mois ou 3 mois, ça dépend, à un portefeuille qui est conséquent, parce que comme ça, ben, au moins, vous n'avez pas besoin de mettre cet argent. Techniquement, vous ne tradez pas votre argent et vous pouvez espérer des gains qui sont importants. Mais encore une fois, si vous réussissez les tests, ben après, vous vous retrouvez en fonction des firmes sur d'autres contraintes. Donc, c'est chiant, quoi. Nous, avec ma femme, ce qu'on a vu, c'est que dans les business, moins il y a de monde dans la boucle, bah, mieux c'est. Parce que vous faites pas chier avec un employé, vous faites pas chier avec un prestataire. Donc ouais, ça nécessite plus de boulot, mais la réactivité est meilleure. Vous savez que tout dépend de vous. Et à partir de là, moi j'aime bien quand tout est clair. Donc pour conclure sur les futurs, bah, je vais inciter à personne à aller, que ce soit d'un côté sur Futur, de l'autre côté sur CFD. Maintenant, il faut bien connaître les avantages et inconvénients de chaque formule et voir ce qui nous correspond le plus, que ce soit en termes de besoin de précision,
est-ce que vous prenez le risque d'avoir une autre strate de difficulté en plus, etc. Voilà, capital, c'est tout ça qui est à prendre en compte et chacun doit en fait faire ce choix. Donc, question de Thiago, j'avais déjà répondu vite fait en commentaire, mais c'est pas mal aussi de répondre de vive voix. Est-ce qu'on peut utiliser RMCO dans toutes les unités de temps? Donc, par unité de temps, on entend bien sûr taille de brique. Ici, c'est mon graphique Nasdaq de vendredi dernier, donc de hier. Et la taille de brique correspond à 2,5 points la brique. Maintenant, on voit bien les lois de dos, on voit tout ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, on va juste passer sur une taille de 5 points. Voilà, on est sur 5 points. On voit qu'on retrouve exactement la loi de dos, on peut prendre des retracements, il y a vraiment pas de problème. Poussons le truc un peu plus loin, sur 10 points. 10 points, on voit la même chose. On voit bien que on a de la loi de dos, on a des obliques, on a des retracements. Voilà. Le seul truc, c'est que forcément, plus on a une taille de brique qui est importante, plus proportionnellement le nombre de points de gain ou de perte va être important. Donc avoir à régler ensuite votre taille de position. Ce qui peut être plus confortable avec une taille de brique plus importante, c'est que ça va être plus lent. Ça va pas demander un truc aussi focus que le 2,5 points ou le 2 points, qui marche très bien. Mais ça demande beaucoup plus de réactivité et il faut cogiter plus vite et pas faire de boulettes parce que la boulette aussi, elle arrive très très vite. Voilà. Donc, c'était juste pour répondre un peu plus dans la précision. Pareil, un commentaire de Sylvain auquel on a discuté un petit peu par commentaire. Et il mettait un truc du style je pense que je vais y arriver. Et moi, je lui ai proposé de transformer cette phrase en je dois, je vais. Ça change tout d'un point de vue intention, d'un point de vue psychologie. En gros, c'est quoi le niveau de détermination? Lorsqu'on dit, par exemple, c'est inconscient, hein, mais lorsqu'on dit je vais essayer, c'est pas pareil que je vais faire ou je dois. Ça change tout. Voilà. Par exemple, ben ouais, c'est quoi votre niveau de détermination? Par exemple, si je prends notre exemple avec ma femme, on a quitté la France, des entreprises, etc., tout ça. Donc en fait, il n'y a même pas d'histoire de on va essayer. On va y arriver, on doit. L'échec, c'est pas une option. Il y a des difficultés. Et le chef d'entreprise, à chaque fois, il fait quoi? Bah, il règle les merdes. Voilà, il règle les merdes, il gère, il trouve des solutions. Mais le fond du projet, en fait, bah, on y croit. C'est quelle est la foi, quelle est la croyance en mode réussite. Et l'échec, c'est pas une option. Donc, à chaque fois, moi, j'invite les gens à utiliser plutôt le terme je dois, je vais, plutôt que essayer, je vais y réfléchir, etc. Parce que je vais y réfléchir, on est loin, on est vraiment loin. Et un commentaire d'Étienne. Alors, Étienne, franchement, quand j'ai vu ton commentaire, si j'ai vu ton WhatsApp, je t'aurais envoyé un message direct. Ça disait quoi? Ça disait, en gros, j'en conclus que avec le price action et la loi de dos, on oublie les points pivots. Bah non, on n'oublie pas les points pivots, car ils sont toujours là, ils sont toujours présents, et si personne ne les utilisait, on pourrait s'en taper, faire un balek, mais on peut pas faire balek parce que les points pivots, ils sont là, ils sont utilisés par les gros, ils sont utilisés par les institutionnels, ils sont utilisés par beaucoup de monde. Donc ils sont toujours bien présents sur le graphique. Une minute Nasdaq, Étienne, le 4000. On a bien les points pivots, hein, d'accord, ils sont là. On a bien de la loi de dos, on a bien des retracements, mais on a quand même on a quand même des réactions là. Là, on a des réactions. Là aussi, au final, ça finit par casser, mais on a bien des réactions. On a des réactions sur les gros niveaux, les centaines, les milliers, via des réintégrations. Quelquefois, c'est simplement via des rebonds. Là, on voit, voilà, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Point pivot hebdo. Point pivot hebdo, on voit bien que ça bug sur quelque chose. Là, ici, ça dépasse, ça réintègre, ça rebondit. Euh,
Là ici un niveau, clôture du jour précédent. Pareil, c'est tous ces petits niveaux-là qu'il faut que moi, en tout cas, je mets sur le graphique. Après, vous les mettez ou pas, c'est vous qui voyez. Point pivot journalier. Je veux dire, voilà, hein, donc ils existent bien, ils sont là et ils sont utilisés. Donc pourquoi je les affiche malgré tout, c'est que je vois que ils peuvent constituer d'une manière aléatoire. En tout cas, moi, je sais pas à quel moment ça va complètement transpercer le point pivot ou complètement rebondir dessus. J'en sais rien. Donc, lorsqu'ils sont là et que je vois pas de rebond dessus, et que je m'apprête par exemple, je vais sortir un exemple, c'est mieux. Admettons, je sais pas, ouais, admettons là. Alors, admettons ici, je sais pas pour quelle raison, mais je vois il y a un retracement, hein, voilà, ici, prix revient, part. Moi, dans l'état actuel de mes connaissances, je vais pas rentrer sur un achat parce que j'ai le point pivot hebdo. Alors, en effet, derrière, ça marche, mais là, sur le moment, ça marche pas. Donc, à moins que j'ai mon stop ici, bah oui, je vais faire Balek et puis hein, je vais aller chercher ce trade-là. Mais je me suis vu tellement de fois me faire refouler par un point pivot, qu'il soit journalier, hebdomadaire, mensuel, ou même des PP 4 heures, ou même des middle de PP 4 heures, que je prends pas le risque. Et c'est pour ça que lorsque je travaille sur les Renko, en parallèle de ça, j'ai un petit graphique donc d'une minute, du 2 minutes, ça dépend pour les zones de prix, et aussi du centique pour voir un peu qu'est-ce qui se passe en précision par rapport à ces points pivots. Parce que moi, je trouve que dans l'état actuel, en tout cas moi, de mes connaissances, je peux pas me priver de ne pas afficher les points pivots parce qu'ils sont là et ils constituent des barrières. Point pivot, je le vois comment? Je le vois comme une sorte de barrière avec des grosses mailles de barbelés. Donc quelquefois ça passe à travers, quelquefois c'est bloqué dessus. Donc dans le doute, tant que je comprends pas comment la barrière elle va fonctionner, ben je les affiche et puis je m'abstiens. Par contre, je les utilise en mode rebond, loi de dos. Ça, il n'y a pas de problème. Par exemple, ce trade-là, moi à cette heure-là, j'étais vendredi, donc j'étais pas devant les graphiques, j'ai tradé un peu là, et surtout plus tard dans la soirée car j'étais en réunion. Mais là, on voit qu'il y a une réaction sur le point pivot hebdo. Et derrière, si je vois en Santique, tout ça, que j'ai une loi de dos qui commence à se mettre en place, boum, je vais rentrer. Et là, pour moi, l'entrée est très pertinente. Mais le point pivot, il est là. Pour l'instant, voilà, je ne peux pas m'en passer. Et pour terminer avec les derniers commentaires et questions, il y a Nicolas qui avait laissé un commentaire très pertinent sur tout ce qui était discipline et psychologie du trading. Donc, c'est un gros commentaire, mais il est ultra pertinent. Donc, c'est pas le but de le lire ici, hein, il n'y a pas de souci. En revanche, je voulais juste ponctuer là-dessus par rapport à la discipline. C'est que qui est vraiment en fait déterminé pour respecter ses propres règles. Par exemple, qui est déterminé pour aller tous les matins au sport ou après le taf ou pendant, qui l'applique réellement, qui arrive par exemple à se dire voilà, faut que je perde du poids, faut que ma forme par exemple pour un entrepreneur la forme physique c'est indispensable, bah, qui est prêt à arrêter le sucre totalement, voilà, et de tenir, hein. C'est toutes ces choses-là, qui est vraiment prêt à faire le petit pas supplémentaire que les autres ne font pas. Parce que dans le business, c'est surtout ça. C'est que on fait plein de choses. Je parle par exemple pour moi et ma femme. On se rend compte qu'on fait plein de choses, mais c'est que des petites choses. Mais par contre que les autres ils font pas. Par exemple, là ces derniers temps, ben là toute la semaine, j'ai pas pu vraiment trader parce que lundi, mardi, j'étais complètement éclaté après la semaine de Black Friday. On faisait des lives tous les jours, etc. Plus après les montages vidéo, enfin, voilà. Et ça fait 5 mois qu'on bosse sur le nouveau projet. Donc 5 mois en mode quasi gratos. Par contre, on y est tous les jours du matin au soir. Et ben, au bout de 5 mois, on voit que le truc il décolle. Et dans un business, lorsqu'on le lance, c'est au début qu'il faut mettre le maximum de patates parce que c'est là qu'il y a la plus grosse attraction. Et ensuite, ben, une fois que le business commence à monter, ben, il lâche les boosters et puis il prend de la vitesse. Dès qu'il atteint les 18 km secondes, il peut aller en orbite. Et c'est ça qu'on cherche. Donc voilà, c'est une histoire de détermination, de discipline. Voilà, je voulais ponctuer, mais en tout cas, merci beaucoup pour ce commentaire car il est excellent.
La session de vendredi était vraiment sympa, mais j'ai dû interrompre à 16 heures car j'avais ma réunion qui a duré pas moins de 3 heures. Donc, lorsque j'ai préparé la séance, j'ai identifié une zone en M15 hein, ici qui date de jeudi dernier. Et bon, j'ai vu que ça avait fait pas trop mal le job. Et je me suis dit, il y a moyen que lorsqu'on revienne dessus, il faudra être vigilant sur la réaction. Et la réaction a été sympa, car on voit bien la mèche hein, qui a. On est parti. Et ce trade-là a été pris, on va dire, en combo de cette zone et aussi de la zone, une petite zone qui m'a aidé à prendre le trade sur Renko sur mon unité de temps de travail. Donc on voit ici, c'est pour ça que j'avais marqué zone plus rebond M15, nanana, loi de dos. Et donc cette zone-là que j'ai tracée, elle vient de ce dernier pic en M15 et on voit que ça a parfaitement fait le job. Alors je suis pas rentré directement sur la réaction car elle était pas folle. Maintenant, j'ai attendu qu'il y ait la loi de dos qui se mette en place pour rentrer. Et là, j'ai pris pas mal de points, enfin pour moi en tout cas, pas mal de points qui ont fait le job. Donc ça c'était bien. Ensuite, retracement ici, je rentre, boum, ça fait le job. Ici, je me fais ouvrir sur ce trade-là car je rentre donc à l'achat sur cette brique en travaillant sur la base toujours du retracement. Bon, ça fait pas le job, donc ça, je prends la perte. Ici, j'ai noté ça parce que en fait, la bonne entrée était là, mais je l'aurais donc à partir de cette zone-là, mais je l'aurais pas pris. Donc voilà, mais le trade sympa était ici. Ensuite, un peu plus loin, ben, je vous ai entouré cette configuration-là. On en avait déjà parlé dans les précédents partages, que c'était une configuration que je surveillais, car lorsqu'elle se présente, eh ben, elle a tendance à se réaliser très très souvent. En tout cas pour moi, comme d'habitude. Donc, si je ne l'ai pas prise en mode short, donc à partir de cette brique-là, c'est parce qu'on était quand même sur une impulsion à l'achat qui venait de la zone M15. Et là, on voit que juste derrière, ah ben, la configuration s'est reproduite et je suis rentré. Je suis rentré, le problème c'est que je suis rentré sans TP. Donc j'ai bien eu mes 2 briques de TP. J'étais vraiment persuadé enfin persuadé, ouais, je voulais vraiment 1 ou 2 briques de plus. Donc j'ai pas sécurisé break-even comme je le fais d'habitude. Donc erreur en mode confiance en soi, confiance dans le trade trop trop grande et ça refoule derrière et donc j'encaisse la perte. Du coup derrière je rentre short très rapidement, TP une fois, deuxième retracement TP deuxième fois. Ici c'est pareil, j'ai vu une accélération mais là c'était sur du 100 ticks. Donc boum pareil, j'ai pris quelques points. Ensuite, la réunion, et en fait, quand j'ai regardé un peu ce qui se passait sur le M15, sur le 5 minutes, sur le 2 minutes, sur le 1 minute, j'ai lâché un, j'ai lâché un trade, j'ai mis un stop qui correspondait à une perte que j'étais prêt à encaisser, et je suis allé en réunion. Donc le TP était beaucoup plus haut. Il était où le TP déjà? Voilà, il était là. Donc c'est un trade qui était quand même sympathique. Voilà. Alors pendant la réunion, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, comme d'hab, quand vous faites autre chose, quand vous êtes en réunion, il se passe plein de choses sympathiques. Euh, donc j'ai pas fait le débrief volontairement hein, pour bien être dégoûté en le faisant ici. Euh, donc là, voilà, là je me barre, je lâche le trade et derrière on voit que là, ben on voit qu'il y a une réaction sympa. Hop, ici, il y avait moyen de jouer le retracement. Ici, on avait moyen de tenter ce retracement. En tout cas, moi, je l'aurais fait. Je l'aurais fait. Alors, soit ici, ça se terminait par une perte, soit
Lorsque ça arrivait là, j'y croyais plus et je sortais break-even. Mais je pense que je l'aurais gardé, j'aurais encaissé la perte parce que j'avais un biais haussier, hein, malgré tout. Euh, Ensuite, si on fait par exemple ça, il y avait, ouais, c'est dommage qu'on n'ait pas de retracement juste après la cassure. Sinon, donc celui-là, ce serait pas bon. Voilà, celui-là pas bon. Par contre, ensuite, il y avait peut-être moyen ici de prendre ce retracement-là et de prendre celui-là. Je les aurais pris sans trop de problèmes, parce que là, par contre, on n'est plus sur une cassure d'oblique, on a l'oblique qui a cassé et en plus, on a le retracement. Donc, voilà. Celui-là, je l'aurais pas forcément pris on, parce qu'on est sur les 15 900, donc c'est des niveaux de merde, hein, on voit que ça tricote, donc c'est pas terrible. Derrière, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Euh, Ici, ceux-là, je les aurais pas forcément pris car on voit qu'il y a on voit, euh, on voit que là, il y a un truc qui bloque, quoi. Il y a un truc qui bloque et il faut que ça soit cassé avant, quoi. Là, pareil, on voit que ça a encore fait le job. Euh, Là, malgré tout, entre celui-là et ici, on voit qu'on voit une loi de dos, mais je pense pas que j'aurais fait quelque chose là. Par contre, ça, j'aurais pris en retracement donc de cette zone. Voilà, et j'aurais tenté celui-là qui passe, hein, il fait le job. Là, après, peut-être celui-là aurait été intéressant car, bon, non, même pas, parce que la zone créée, invalidée, non, j'aurais pas fait. Celui-là ne touche pas vraiment le niveau précédent, donc je n'y touche pas. En revanche, lui me plaît, on retrace, on part. Si on veut en plus s'appuyer sur un indicateur, ce que je fais plus, ben ça passe. C'est sympathique. Et derrière, plus grand chose. Hum, ouais. Celui-là, j'aurais pas osé. J'aurais pas osé de peur qu'on descende un peu plus bas. Euh, Par contre, là, ouais. Là, je pense celui-là, on a vraiment une loi de dos, boum, qui vient d'un rebond. Donc ouais, j'aurais tenté le truc. Euh, peut-être même celui-ci, si on part, ouais, un peu de ce principe, hein. Donc là, on a une oblique qui casse et boum, ça part. Donc ouais, je pense que j'aurais tenté. Bon, en fait, j'en sais rien. Là, avec le recul, autant des fois je me connais, autant là ici, ça avait l'air d'être assez dynamique. Donc peut-être que là, pareil, je sais pas. Je suis pas sûr de moi là, pas sûr de rentrer. Là, celui-ci, je serais rentré. Je serais rentré parce que bah, on a bien un truc sympa quoi, avec un vrai beau retracement et on a largement le TP. Ici, encore une fois, haute configuration, hein, ça pète la zone, ça revient. Zone invalidée. Ici, j'ai noté, donc sur les 15 990, ça vient de l'UT M1. En M1, j'ai identifié une zone. Et je l'ai répercuté, j'ai tracé la base hein, de la zone en M1 là. Et on voit qu'ici, on est parfaitement venu la chercher. Ce qui a fait que ça m'a validé cette zone pour plus tard. Et ici, lorsque j'ai eu ce W, cette config qui s'est présentée, bah, je suis rentré TP atteint, non, c'est même pas TP, c'est je suis sorti sur le stop profit, donc trade sympa.
Et on voit que cette zone, après, elle a pas lâché, hein, elle a pas lâché, elle a pas lâché. Ici, j'ai repris un petit truc, mais c'était vraiment pas grand-chose. Je crois même que je me fais sortir à plus un ou deux ticks, rien de particulier. Ici aussi, cette petite zone a fait le job. Là, pareil, un trade en retracement. Pourquoi je suis pas rentré sur celui-là, je sais plus. Je suis plus. Ça a été une réunion un peu spéciale, donc j'étais pas forcément bien dans le match quand on regarde bien le graphique. Donc là, un petit trade. Encore là, cette fois-ci, ma petite configuration magique qui se présente. Et là, je suis rentré. Je suis rentré et bien content parce elle a fait le job. Ensuite, ici aussi, quelques points. Là, un rouge, ici, je ne l'ai pas noté. Voilà, en rouge. Pareil, je voulais faire retracement, et puis, c'est pas un rouge ça. Voilà. Et derrière, ben, j'ai arrêté. Donc j'ai tradé pas mal de temps après, quoi. Voilà, en gros, pour cette semaine. Voilà, donc une semaine où j'ai pas eu beaucoup de temps à consacrer au trading. Donc lundi, mardi, ben j'ai bossé, mais j'étais out de la semaine du Black Friday. Donc j'ai préféré pas du tout toucher au graphique. Mercredi, 13 vidéos, 13 montages vidéo à faire. Le lendemain matin, du SEO, plus après-midi bosser avec ma femme. Donc voilà. Et on se retrouve très rapidement à vendredi où j'ai réussi à placer un peu de créneau malgré une réunion. Donc j'espère que prochainement je vais réussir à faire au moins 2 ou 3 sessions de trading, ce qui me ferait le plus grand bien, car je trouve ça beaucoup plus reposant que le reste, quoi. Voilà. Bon, on va voir les petites actualités éco de la semaine prochaine. Semaine prochaine, lundi 4 décembre, ouais, la date check, c'est bon. 15 heures Europe, Lagarde, discours BCE, oui, attention, ça peut bouger. Europe, 9h50 mardi, PMI, ça peut bouger. 10h, PMI service, oui, ça peut bouger. 15h45 après l'Open, pareil, ça peut bouger sur les US. 16h aussi, ouais, ça va être chiant. Donc, ouais, je vais mettre des alertes mardi sur ces moments-là. Donc 15h45 et 16h. Mercredi, création d'emploi à 14h15, pareil, danger pour moi ici. Pré-market 14h30, bon, ça c'est pas des trucs de ouf, mais on sait jamais en pré-market. Après, plus rien de spécial. Jeudi, PIB à 11h sur l'Europe, ça peut bouger, comme tous les jeudis, hein, comme régulièrement. Donc tout ce qui est chiffre du chômage sur les US en pré-market, ça fait bouger. Donc attention, prudence. Et vendredi, qu'est-ce qu'on a? 8h, l'IPC Allemagne, ça peut faire bouger un petit peu le DAX, mais pour de vrai, je vais pas voir le matin. Je j'ouvre pas les graphiques le matin. Euh, Création d'emplois dans le secteur non agricole, 14h30. Taux de chômage, ouais, 14h30, ouais, prudence. C'est des annonces que je note. Ouais, alors, indice Michigan, 16h. J'ai pris l'habitude de pas les noter, de plus les noter depuis très longtemps, car il n'y avait pas des masses de mouvements. Et la semaine dernière, je crois, la semaine dernière, j'ai vu à 16h à un moment donné lors de l'indice Michigan un beau mouvement, donc je pense que je vais recommencer à les marquer pour bah, éviter de me faire sortir si jamais je suis dans un trade. Et après, les CFTC, comme tous les vendredis, plus rien de spécial. Voilà, plus rien de particulier. C'est pas une semaine de, ça n'a pas l'air d'être une semaine trop complexe. Maintenant, je vais juste devoir voir moi de mon côté. Est-ce que ce sera une semaine complexe pour pouvoir trouver un petit peu de temps
pour le trading. Si vous voyez des thématiques que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas. Et sinon, bah, comme d'hab, vous êtes prudent, vous faites gaffe, psychologie, discipline, posez-vous les bonnes questions. Et puis voilà.